Donc vous êtes dans les locaux de l'entreprise Singer qui a été le fleuron de l'industrie française pendant des années. À Bonnières, au plus haut de l'activité, c'était eu 2800 salariés qui travaillaient sur ce site industriel. L'activité a stoppé vers les années 90 et aujourd'hui c'est un village d'entreprises. On est 47 entreprises à vivre dans le village d'entreprises de Bonnières et APR2 est le plus gros occupant vu qu'on occupe en tout plus de 4000 m² de ce site-là. Voilà. Donc architecture Eiffel, façade classée, superbe site, très chaud en été, très froid en hiver. Donc nous, on est vraiment spécialisé dans un certain type de produits, de déchets, parce que derrière, il y a des procédures. Chez nous, un salarié connaît en moyenne une dizaine de procédures très spécifiques. Nos salariés sont des personnes en situation de handicap à plus de 56% de notre effectif, 80% en effectif de production. Aujourd'hui, ces personnes, on est obligé, pour qu'ils comprennent bien aussi les consignes de sécurité, de passer par l'image, de passer par la formation vraiment orale, et après la réplication du message. Certains qui ont des pathologies qui sont sourds et muets, on est obligé de passer par la langue des signes, donc ça nous oblige à faire venir un interprète. Nous, on commence petit à petit à monter dans la langue des signes, mais c'est très complexe, c'est vraiment une manière de communiquer qui est particulière. Donc voilà, on doit s'adapter à chaque type de handicap pour adapter nos procédures à la personne pour qu'elle puisse être en sécurité quand elle va agir et notamment démonter. Donc si on venait à faire notamment des imprimantes, ça nous ferait encore une procédure, donc encore un risque d'altérer la santé de nos salariés. On a décidé de se spécialiser vraiment sur certains types de matériel informatique, les UC, les portables, les serveurs, les modems, des choses comme ça. On sait bien le faire. On le fait bien, on le fait en sécurité, on le fait sur des postes ergonomiques par rapport au handicap qu'on a dans l'entreprise, on ne va pas au-delà. Après le reste, il y a plein de partenaires qui font très bien les choses, et ben on s'allie à eux, et puis on massifie pour eux, et puis on est vraiment toujours dans cette économie sociale et solidaire. On est plusieurs pour faire une chose. Donc tout ce qui est arrivé hier va être pesé aujourd'hui et demain. Donc là, avec le Covid, on est dans une organisation très spéciale, vu que la personne n'est pas forcément là tous les jours. Donc on prend des fois un tout petit peu de retard sur les pesées. Mais grosso modo, la pesée, si elle n'est pas faite le jour même, c'est le lendemain et le surlendemain, mais après tout est fini. Donc vous avez cet en cours. Au moment de la pesée, donc Céline, notre technicienne, doit remanier tous les déchets pour les trier, parce que nous on est sur une facturation au point réel et donc par famille. Donc il faut impérativement que nous, le tri qui est fait à cet endroit-là soit le plus fin possible pour que le client paye réellement par rapport à ces catégories. Parce qu'aujourd'hui, du papier va avoir un prix au poids que le D3E n'aura pas. Le D3E, on est quasiment dans de la reprise à zéro. Voilà. On se paye, nous, sur le recyclage. Le client, comme ça, lui, il est assez assuré parce que ça peut aller très très vite de payer ça. Explication sur l'acronyme D3E. Alors, le D3E, ça va être les déchets d'équipements électriques et énergétiques. Les e-déchets. Dans les e-déchets, nous, comme on est professionnel, on va avoir plusieurs catégories de D3E. Donc, une unité centrale, un ordinateur portable, un serveur. C'est là où on va avoir vraiment ce qu'on appelle des produits riches, c'est-à-dire que la valorisation matière qu'on va en sortir va permettre de payer les coûts fixes de l'entreprise et les salariés. Donc comme on est à l'équilibre avec la valorisation matière, aujourd'hui c'est des choses sur lesquelles on va très très peu faire payer le client, on va même quasiment être que dans la reprise à zéro. Ils vont payer la manutention de transport qui aurait été nécessaire après vous avez d'autres D3E, la câblerie, les connectiques, c'est du D3E. Par contre, aujourd'hui, il va y avoir des coûts de traitement pour aller séparer les matières, etc., etc. Donc là, le client va devoir payer le coût du traitement qu'on ne pourra pas supporter par rapport à la revalorisation de la matière. Donc voilà, à chaque fois, nous, c'est aussi notre obligation d'entreprise adaptée par rapport aux agréments qu'on a de l'État. C'est que dans le prix complet qu'on revend aux clients, nos prestations, doivent être intégrées toutes les aides qu'on reçoit de l'État pour le travail des personnes handicapées que nous avons, mais également toute la valorisation matière que nous avons. Donc tout ça doit faire un juste équilibre, et après c'est dans l'écart qu'on va faire notre tarif de prestation vis-à-vis de nos clients. On paye une taxe sur tous les équipements qu'on achète de 1 ou 1,5%. C'est Normalement, ça. Cette taxe, elle est censée financer le retraitement des déchets. Alors, cette taxe va être perçue par les éco-organismes. Aujourd'hui, des éco-organismes, vous en avez plusieurs. Les deux plus gros, Éco-Rocilum et Écologique. Voilà. Mais nous, on est agréé par Écologique. Eux vont percevoir de l'État en fonction des tonnages qu'ils vont
gérer, pas traiter, gérer, ils vont percevoir donc une partie de cette subvention, de cette éco-contribution. Cette éco-contribution, donc nous on travaille aujourd'hui donc avec Écologique, en fin d'année on déclare nos tonnages qu'on a traités, et eux vont nous rétribuer une partie de cette subvention. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le rachat de tonnage. Voilà. Aujourd'hui, et après eux aussi vont déduire leurs coûts de fonctionnement, leurs coûts aussi, ils sont dans l'éducation citoyenne, ils portent tous les grands programmes de communication envers les enfants dans les écoles, envers les citoyens, envers la publicité. Donc voilà, tout ça va être géré aussi par cette éco-contribution. Mais sinon, c'est bien, le principe, c'est le pollueur, le payeur. On n'est que dans de la contribution lorsqu'on va payer son D3E. On participe à l'engagement national qui est fait sur la politique environnementale, mais on ne supporte pas tout le coût de la dépollution. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça que le recyclage a tant de mal à augmenter. Le coût de la dépollution est très très cher, parce que pour bien dépolluer, il suffit pas de le mettre dans un broyeur et après avec des courants de Foucault ou des bains de flottaison, séparer les matières. Non, la meilleure des dépollutions, aujourd'hui, elle est manuelle. Et c'est des petites entreprises comme la nôtre ou comme RecuPIT qui le font, cette meilleure valorisation. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un homme qui va démonter, dévisser, qui va connaître la matière et les polluants qui sont dedans aussi bien que les matières et qui va pouvoir trier par famille. Voilà. Et ce tri par famille, aujourd'hui, nous permet, donc je vous donne sur l'année 2019, sur les tonnages qui sont rentrés, on a pu gérer moins de 13% de déchets ultimes. Donc aujourd'hui, notre activité a généré dans le recyclage 13% de déchets ultimes, alors que si c'était parti dans un broyage, on aurait peut-être plus été dans du 30-35% de déchets ultimes. Donc ça a un coût supplémentaire, parce que nous avons des hommes et des femmes qui travaillent à ça. Maintenant, est-ce que c'est un coût de créer de l'emploi pour des personnes en situation d'accès difficile à l'emploi, du fait d'un handicap, du fait d'un accident de la vie? Je pense que quand on fait la balance, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus rentable pour la société, quelle qu'elle soit. C'est vraiment la définition même de l'économie sociale et solidaire. On est dans ce cycle vertueux. On recycle aussi bien les déchets que nous, les hommes qui ne sont pas employés parce qu'à un moment donné, ils ne correspondent pas à l'image du salarié modèle de l'entreprise du milieu ordinaire. Atelier de déconstruction. Donc vous voyez, il faut de la place pour réussir à... Et on est à l'arrêt depuis le mois de mai. Donc sur le mois de mai, on a dû faire 5 collectes. 5-6 collectes. Donc voilà, donc vous avez là tout le stock d'encours, c'est ce qu'on va appeler le surtri. Donc là, il y a une équipe qui va retrier les géobox, les aires grillagées, qui va massifier par campagne pour qu'après ça aille en poste de déconstruction et qu'on fonctionne par campagne pour que le salarié au poste de déconstruction sache exactement quelle procédure appliquer. Donc là, eux, ils vont donc tout compiler pour que ça corresponde à bien une seule procédure et que le salarié final puisse démonter sans plus poser de questions que d'appliquer sa procédure. Donc, comment ça se passe au niveau des constructions? Donc, le superviseur de l'entreprise va amener donc une palette qui est prête. Ça, c'est une seule procédure, c'est ce qu'on appelle le démontage des unités centrales. L'opérateur qui va se situer ici va prendre son unité centrale, va l'emmener ici et va commencer à la dévisser. Donc, il a sa dévisseuse manche, il a dans sa caisse à outils qui est individuelle tous les outils qu'il a besoin pour commencer à faire le travail. Le marteau, c'est vraiment mon dernier recours quand les pas de vis sont complètement usées. Mais sinon, ils savent que le marteau, on n'a pas le droit de s'en servir parce que ça va faire de la résonance et on est sur des problèmes d'acoustique. Là, vous voyez, vous avez des vis, des piles. Mince. Voilà, ça, c'est la dépollution impérative de chaque unité centrale. On doit les retirer, la fameuse pile au lithium. Ils doivent les mettre sur ces petites plaques. Et après, chaque fin de journée, donc là c'est Francesca qui va le faire, on retire chaque plaque de pile au lithium. Le soir dans l'entreprise, il n'y a plus aucune pile au lithium parce qu'il y a un risque d'incendie si ça vient être en mélange d'autres piles. Voilà, donc on a eu le cas en tout début de notre vie en 2006, il y avait eu un départ d'incendie du fait des piles et donc maintenant on fait très très attention. Le salarié donc va démonter tout ça et va après trier tout ce qu'il y a dans l'unité centrale par bac. Voilà. Et sur chaque bac, vous avez exactement donc les cartes mères. Là, vous allez avoir les alimes. Enfin, vous allez vraiment avoir tout ce qu'il faut et par matière. Donc là, vous allez avoir tout ce qui va être en aluminium, c'est les ventilateurs. Vous allez avoir les disques durs, vous allez avoir les processeurs. Enfin voilà. Et après, en fin de journée, toujours, le superviseur vient
prendre le contenu de la déconstruction de la journée et va le massifier dans les big bags qui sont derrière vous. Donc là, derrière, vous avez tous les big bags de la massification du produit du démontage. Et pareil, comme je vous disais, on est très très imagé dans notre manière de faire. Toujours une photo de ce qu'on doit retrouver dans le big bag. Ça permet à tous nos salariés de pouvoir véritablement regarder le produit de leur travail journalier. Et après, nous, donc, tout ça, c'est ce qu'on va revendre à nos exutoires. Oui, on est aussi dans un cercle vicieux du IT. Aujourd'hui, une entreprise, elle se doit d'être à la pointe pour aller plus vite, pour être plus performante, pour toujours donner la meilleure qualité de service à ses clients. Donc et puis les amortissements. Aujourd'hui, un amortissement de matériel informatique, c'est 1 an, 2 ans. Un serveur, ça va être 5 ans. Donc voilà, une fois que c'est amorti comptablement, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? On passe à la génération d'après. Donc, je veux dire, pour des entreprises comme la nôtre, c'est notre business. Donc, nous, on est là, on va amener une solution pour réduire l'impact environnemental de ce choix de gestion qui est nécessaire pour tous nos clients. Enfin, je veux dire, même nous, on est dans ce même type de choix de gestion. Oui, on va faire durer nos ordinateurs plus longtemps, on va pousser parce qu'on sait les réparer. Maintenant, les entreprises ont pas ces postes-là. Donc, beaucoup d'entreprises, quand ils font le choix de venir travailler avec nous, c'est parce que on va réduire l'impact environnemental de ces choix de gestion modernes et surtout, on va aussi leur donner une possibilité, c'est dire voilà, on peut recycler, si vous le souhaitez, on peut vous donner toutes les garanties pour effacer vos données et remettre sur le marché du réemploi votre matériel. Par contre, ça va être un matériel qui va être revendu à bas prix, vu que nous, on est toujours dans cette recherche sociale. On n'a pas de e-boutique qui nous permettent de vendre à n'importe qui. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vendre à des associations qui vont réduire la fracture numérique. C'est vendre à des personnes qui ont des revenus modestes et qui doivent aussi fournir un ordinateur à leurs enfants pour leurs études et autres. Donc, on est vraiment sur de la revente aujourd'hui très très petite en B2C, mais qui permet d'aller toujours dans notre objet social. Notre objet social, c'est vraiment ce qui prime tout le temps sur nos choix d'activité. Voilà. Donc APR2 est une entreprise ICPE. ICPE, ça veut dire installation classée pour la protection de l'environnement. Ça veut dire nous, par rapport au stock de déchets qu'on va traiter, on a une autorisation d'exploitation qui est donnée par la préfecture des Yvelines. Cette autorisation d'exploitation, elle est donnée en fonction de critères et nous impose des règles en termes de prévention incendie. Parce qu'aujourd'hui, quand un bâtiment va flamber, qu'est-ce qui va se faire des déchets? Les déchets vont brûler, pour certains fondre. Comme je vous disais, il y a des terres rares, il y a des polluants. Ces polluants vont se retrouver sur les sols. Les eaux d'extinction d'incendie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emmener tous ces polluants vers les nappes phréatiques. Donc nous, notre obligation, ça va être de contenir ces polluants et une fois l'incendie éteint, de faire venir des entreprises spécialisées pour prendre l'eau et aller la retraiter. Voilà. Donc ça, c'est une de nos obligations. Après, on va avoir des obligations en termes d'extincteurs, de RIA, et on va aussi avoir des obligations de stockage. C'est-à-dire qu'on a droit à avoir des stocks eau. On a interdiction de dépasser ces stocks eau. Donc on travaille toujours en flux tendu, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le qui-vive. Dès qu'un déchet arrive chez nous, la première chose qu'on fait, c'est on le pèse, ça rentre dans notre logiciel de gestion et on sait en temps réel le nombre de déchets qu'on a sur place pour vérifier qu'on est bien sur nos autorisations d'exploitation. Dès qu'on arrive en phase haute, ce qu'on fait, c'est on appelle nos exutoires et donc on va gérer aussi nos sorties de déchets triés de cette matière-là. Donc ça ne nous permet pas aujourd'hui de jouer sur les cours des matières, parce que voilà, on n'est pas encore assez gros, mais ça nous permet vraiment d'être toujours dans le cadre légal qu'on nous impose et de pouvoir assurer à nos clients que leurs déchets sont traités dans le cadre réglementaire européen et qu'on est vraiment toujours dans ce cadre réglementaire. Parce que vos clients, ils s'inquiètent de savoir si vous êtes conforme à cette réglementation. Oui. Aujourd'hui, nos clients, qu'est-ce qu'ils nous demandent quand on entre chez eux? Ils nous demandent si on est ICPE. Ils nous demandent si nos agréments sont régulièrement renouvelés. Ils nous demandent si nos agréments d'entreprise adaptées sont régulièrement renouvelés. Ils nous demandent nos attestations de responsabilité d'assurance environnementale, parce que comme je vous dis, en cas de problème, on doit aussi rembourser la pollution qu'on va créer. Ils vont nous demander toutes nos autorisations de transport de déchets par la route. Ils vont venir nous faire des audits. Donc je veux dire, nous, notre porte elle est toujours ouverte, nos clients savent qu'ils peuvent venir à tout moment pour nous contrôler, vu qu'on sait qu'à tout moment, on rentrera dans les clous. On rentrera dans les clous de la préfecture via notre ICPE, on rentrera dans les clous par rapport aux éco-organismes et les règles particulières qui nous imposent, qui sont encore un peu plus rigides que le cadre environnemental. Et nous, on est aussi ISO 9001, 14001, c'est-à-dire que nous-mêmes, on s'impose un cadre
environnementales via notre ISO 14001 qu'on se doit de respecter. Là, par exemple, avant que vous arriviez, j'étais en audit avec notre auditeur interne pour justement vérifier que tout était bien respecté. Et ça, cette transparence qu'on a et qu'on se doit de donner à nos clients, c'est aussi ce qui va créer la confiance qu'ils ont vis-à-vis d'APR2 et c'est ce qui fait qu'on est dans des relations commerciales de très long terme. On a des clients depuis l'ouverture de l'entreprise en 2002. Voilà. Et c'est une confiance qui dure et c'est une confiance qu'on entretient. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde sait que la porte sera toujours ouverte pour un contrôle surprise. Il n'y a aucun problème pour ça.